Ok, donc, alors, nous, on est une société qui a été créée en 2014, issue des travaux de recherche menés au laboratoire TIMC et au CHU. Et notre domaine de travail, c'était la médecine du sport, la traumatologie du sport, avec le traitement des pathologies articulaires traumatiques, principalement ce qui touche aux dégâts du cartilage du genou. Donc, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un avec une jambe en plastique et une chaussure d'alpi à l'autre pied. Et, et le problème qu'on voyait principalement à l'origine, c'était que quand on ne traite pas correctement une lésion articulaire, derrière, quelques années plus tard, on se retrouve avec de l'arthrose, qui est une maladie dégénérative très douloureuse, pour laquelle il n'y a pas de remède. Il n'y a que des traitements, des effets, des symptômes. Et ça peut finir en prothèse, ce qui n'est pas cool. Donc on cherche à éviter ça, et l'axe de travail de ce projet, c'était d'éviter les séquelles de non-traitement des lésions, des pathologies articulaires, par une meilleure chirurgie au départ. Donc on se place évidemment que dans les lésions traumatiques qui nécessitent une chirurgie. Et dans le genou, la chirurgie se fait par ce qu'on appelle de l'arthroscopie, c'est-à-dire l'insertion d'une petite caméra dans l'articulation pour aller guider le geste du chirurgien à travers des petits trous plutôt qu'ouvrir complètement le genou, qui fait des grosses cicatrices et qui fait des risques d'infection plus grands. Et il y a une difficulté notamment sur le tissu, le cartilage, qui est qu'on ne voit pas tout ce qu'on voudrait voir. Alors là, quand vous voyez ça, est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est ? Parce qu'un des problèmes de l'arthroscopie, c'est qu'on a une vision qui est très très proche. Le capteur vidéo est très très proche du tissu, on manque de recul, et souvent on se retrouve, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on a du mal à retrouver, à déterminer ce que c'est si on n'a pas une idée au départ de ce que ça peut être. Alors là, en l'occurrence, exactement, c'est une vache. Il y a les deux oreilles, le nez. Certains pourraient croire que c'est une carte de l'Espagne ou n'importe quoi, mais non, c'est une vache. Et ça, en fait, on se rend compte que si on la cherche, après on la voit. Je vous enlève les trucs. Maintenant que vous savez, vous la voyez. Et bon, en plus, ça se voit mieux quand c'est petit, quand c'est vu de loin. Donc typiquement, ça se voit beaucoup mieux sur l'écran que j'ai là en dessous que là-haut. Donc voilà, ça part du principe qu'on a besoin de voir plus que simplement la perception myope des surfaces. Et dans le cas du cartilage, ça a des impacts sur le choix thérapeutique qui est réalisé ou la précision du geste qui est fait. Alors du coup, il y a eu un projet ANR qui a été mené au sein du laboratoire TIMC de 2008 à 2013 à peu près. Et en partant de ce constat qui était fait par les praticiens, les chirurgiens orthopédiques, de manque de vision, de besoin d'une perception supplémentaire, on est parti sur la constitution d'un système d'imagerie qui permettait aux chirurgiens d'aller voir plus de choses. En l'occurrence, c'était de l'échographie donc intra-articulaire, où on est vraiment in situ, à l'endroit qui nous intéresse, et où on essaie de récolter les données qui sont les plus intéressantes. Et petit à petit, lors de ce projet, il y a eu on va dire le biais d'ingénieurs, des chercheurs qui étaient impliqués, qui ont cherché à faire quelque chose de parfait d'un point de vue technique, qui faisait vraiment une image parfaite, qui n'avait pas de bruit, on pouvait faire des mesures très précises pour mesurer des tas de trucs super intéressants du point de vue d'un biomécanicien ou d'un ingénieur en traitement d'image. Et on a un peu perdu de vue à l'époque, pendant ce projet-là, que finalement l'utilisateur visé, le chirurgien orthopédique, avait des revendications moindres en termes de qualité d'image. Lui, il voulait juste voir en profondeur, à travers les tissus, plutôt que se limiter à la surface, et donc détecter ce qu'il y a dessous, de manière générale, sans avoir une mesure au micron près de la taille d'une lésion, puisque de toute façon, ces outils thérapeutiques ne lui permettent pas d'agir avec ce genre de précision.
Donc on a eu un système qui a été construit, qui a été conçu avec des brevets déposés sur on va dire un peu une usine à gaz qui permettait de faire des très belles choses, qui étaient compliquées techniquement, longs à mettre en œuvre, mais qui garantissaient une qualité d'image, une précision, une robustesse de la mesure, qui est intéressante en soi, mais qui n'est pas applicable directement. Et on s'est rendu compte de la difficulté d'appliquer, je regarde juste, ouais, de la difficulté d'appliquer ce projet technique en conditions réelles, quand on a commencé à justement se poser la question de créer un modèle d'affaires pour créer une entreprise, et donc qu'on allait ressonder les praticiens, sortir de seulement le CHU à Grenoble, et puis aller voir les médecins libéraux, aller voir des gens un peu à l'étranger, aller en congrès, voir ce qui se faisait alentour, et faire tester. Ça va être l'objet de l'intervention de Julien après. Où il nous a été nécessaire de vérifier en fait que nos interlocuteurs, les futurs clients, comprenaient bien ce qu'on avait fait et en voyaient une utilisation. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des utilisations qui étaient pas celles qu'on avait pensées au départ, et que tout ce que nous, on avait construit comme étant ce qu'on avait imaginé comme étant la proposition de valeur était en fait pas tout à fait ce qui était nécessaire. Donc on va voir qu'en fait, nous, on a réduit un petit peu la technicité de l'appareil pour quelque chose de plus simple, de plus facile, de moins cher, plus facile à utiliser, je veux dire, plus rapide à utiliser, moins cher, et qui répondait mieux aux exigences, aux besoins des utilisateurs, tout en même en découvrant des nouveaux besoins au fur et à mesure. Et du coup, Julien, je te laisse prendre la suite. Merci. Bonjour. Julien Solaire, donc Ixiad. Alors Benoît vient nous voir en fin octobre, je crois, de mémoire, fin octobre 2015, en nous disant qu'il aimerait faire un test donc, sur ce principe technique, sur ce prototype en tout cas. Il y avait un prototype qui n'était pas trop présentable, hein, on a le droit de le dire, très moche, très ingénieur. Il y a marqué un G, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas moi. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose? Une démarche finalement avec un très fort appui sur notre studio design intégré, tout simplement avec une partie tendance, donc benchmark, une recherche finalement de tendance, de qu'est-ce qui se passe dans ce genre de dispositif. Un moment de créativité avec différents concepts et croquis. La sélection, et on a eu de la chance, merci Benoît, parce qu'il a choisi tout de suite. D'ailleurs, on a même des visuels où il met le doigt sur le concept qui a été choisi. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains choisissent plusieurs, voire même certains ont du mal à choisir. Qui arrive sur des maquettes, donc de la modélisation et un prototype non fonctionnel, on va le voir dans le détail, et on arrive sur des tests UX. UX c'est quoi? Vous le savez depuis ce matin. UX, moi je vous l'explique avec mes mots, c'est quand même un terme packagé pour rencontrer des utilisateurs, un packagé marketing où on met tout dedans aujourd'hui, les usages, l'ergonomie, l'acceptation, acceptabilité, les émotions, les trucs. Bon, bref, en tout cas, on déploie un ensemble de méthodes chez Ixiad pour aller sonder la parole des utilisateurs potentiels. Donc, du côté de la créativité des concepts, je vous passe sur le moment de benchmark où on a pu regarder des dispositifs dans la concurrence qui ne faisaient pas la même chose, mais qui avaient en tout cas leur place dans le bloc opératoire, donc comment ils étaient designés, quelle tête ils avaient, quelles étaient les tendances, donc aluminium, etc. Des tendances un peu esthétiques, graphiques, mais également en termes de prise en main. Et puis, on présente donc à Benoît un ensemble de croquis, comme ça, avec plusieurs types de design. Et c'est celui-ci qui est retenu, donc en une séance, donc je le répète, c'est rare. Ça débouche donc dans notre studio design sur de la 3D, donc de la modélisation 3D, pour donner lieu, donc placement des boutons, la sonde, etc. Tout ça, on partait bel et bien, en tout cas, hein, sur une sonde non fonctionnelle, juste pour s'en donner une idée en termes de design. Elle était lestée, par contre, au niveau du poids, mais je ne rentrerai pas dans ce niveau de détail. Ça, c'est des photos qu'on a fait chez nous, c'est faux, hein, c'est pas un vrai chirurgien. Mais ça fait joli. Donc on arrive sur la maquette qui est un prototype, donc j'ai plus de l'aluminium. Ouais, un truc comme ça quoi. C'est pas de la 3D plastique en tout cas. C'est pas mon métier.
Pardon. Et on arrive sur nos tests. Alors, vous voyez que les visuels sont beaucoup moins jolis. Là, c'est du terrain, c'est du dur. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un peu plus dans le détail. L'idée de ce test centré sur les utilisateurs est d'identifier finalement une différence entre la valeur d'usage, ou la valeur tout simplement, la proposition de valeur, qui a été imaginée par les concepteurs, Benoît et son équipe, et puis la valeur qui est perçue lorsqu'on le présente à des utilisateurs. Voulu, perçu, imaginé, réel, etc. Voilà. Donc, Benoît arrive donc fin octobre 2015 et nous dit, ça tombe bien, mi-décembre, il y a un congrès donc, de la SFA, donc Société française d'arthroscopie. Merci, il me semblait l'avoir écrit quelque part, plus tard, sur l'autre slide. Et là, il va y en avoir plein, des chirurgiens arthroscopistes. On devrait les rencontrer. Très bien. Donc début novembre, on lance le benchmark. Fin novembre, on a les modélisations 3D, le choix du dispositif. Et puis rapidement, mi-décembre, début décembre, de mémoire, je crois que c'était le 10, le 12. 2 jours donc de tests pour des résultats fin décembre et la fin des résultats, parce qu'il fallait quand même prendre quelques vacances pour Noël. Donc la fin des résultats, donc début janvier. Voilà. Donc en 9 semaines, finalement, on passe, j'allais dire, de l'idée aux résultats de tests sur le terrain, avec des utilisateurs. Alors, personnellement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, si je peux dire ça. L'idée, c'était de tester plein de choses, d'en profiter. Alors, un de nos points de vue, en tout cas, c'est de dire que présenter immédiatement un design de produit, c'est intéressant, mais le risque, c'est que les personnes ne se projettent pas du tout dans à quoi ça sert, comment ça s'utilise et finalement qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce que vous me présentez. Du coup, l'idée c'était de faire un double test. Un premier test qu'on va appeler test de concept, donc pour que les personnes se projettent dans l'usage du dispositif, donc pour lister un ensemble de fonctionnalités, un ensemble de bénéfices, etc. Et puis tester de l'autre côté, faire un test, alors j'aurais pas la prétention de dire que c'était un test d'ergonomie, on va dire un test de prise en main. Voilà. Du coup, on se retrouve, vous en avez peut-être parlé ce matin, Fabrice, tu me dis, Cotic, méthode issue du CNRS, sous licence, etc., avec 4 critères, donc la manière dont le dispositif est compris, la manière dont se rencontrent les pratiques existantes de l'utilisateur et les nouvelles pratiques qu'on lui suggère avec l'innovation qu'on lui présente, un moment d'adéquation à l'identité, aux valeurs. On vient d'en parler avec Onidis, je pense qu'on est dans le sujet sur les valeurs et l'identité. Et puis un côté adaptation, donc insertion dans l'environnement et le contexte de travail. Et puis de l'autre côté, donc deuxième protocole de test, un test de prise en main. Alors tout simplement, on se retrouve en conférence et puis il y a un passage, un sacré passage, donc il y a beaucoup de gens qui passent, mais qui ne s'arrêtent pas. Il est difficile de les recruter, il est difficile de les arrêter sur un salon, et il est difficile surtout, vous l'imaginez bien, ils font un peu comme nous, hein. Ils sortent là, ils ont en tout et pour tout un quart d'heure pour prendre un café, rencontrer leurs collègues, aller aux toilettes et puis retourner en conférence, et vous leur demandez de faire un test qui peut durer, on l'avait espéré, entre 20, 30, 35, peut-être 45 minutes. Bien entendu, on aurait aimé les avoir plus longtemps. Il y a un bruit abominable dans ce salon. Il y a des appels micro récurrents. Et nous, par-dessus, on essaye, non seulement, vous voyez le petit dictaphone, l'ami de toujours, là-haut, on essaye de les enregistrer. Et puis surtout, on les filme, avec des conditions de luminosité hasardeuses. Finalement, donc, on se retrouve avec 20 participants qui sont rencontrés sur 2 jours. Ce qui est quand même assez faible. On fait avec ce qu'on a. Et puis, de la même manière, l'idée, c'est qu'à un moment, on fait un protocole de test, on a des exigences professionnelles, scientifiques ou tout ce que vous voulez. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Donc, on fait ce qu'on peut pour collecter de la donnée. Voilà. Mais rassurez-vous, on a eu des données. Principaux résultats de ces tests. Alors, on a une bonne compréhension générale, mais la sonde était motorisée et finalement, personne ne réussit à comprendre ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fonctionnel, mais même quand on leur explique, ils n'arrivent pas à se projeter dans cet usage-là. Ensuite, ils expriment de l'intérêt spontanément sur la vision, la visibilité dont vous a parlé Benoît.
On a une bonne intégration aux pratiques, on a des personnes qui sont ambidextres et qui finalement vont changer de main d'un outil, un outil à l'autre, qui vont en saisir plusieurs. Tout ça est très compatible finalement, non seulement à la manière dont ils travaillent, mais également avec l'écosystème des autres dispositifs qui sont présents. Et puis on a, et c'est très intéressant, et ça fera partie des conclusions finalement, une grande ouverture quand on leur présente comme étant un instrument pour le genou. Finalement, ils se mettent à imaginer que ça pourrait correspondre à leur métier pour d'autres applications, notamment l'épaule. Ce n'était pas prévu pour. Et puis finalement, on a des tendances de secteur où on a pas mal de chirurgiens qui nous disent que c'est en train de se développer l'échographie dans le bloc opératoire. Et puis du côté de la prise en main, eh bien, on a un design qui a été bien pensé. Merci le studio design. Comme ils sont ambidextres et qu'il est à peu près symétrique, et ça peut être pris sur la main droite comme la main gauche, ce qui est le cas sur la même intervention. On peut permettre plusieurs types de prise en main. Il y en a qui le tiennent comme un stylo, comme un marteau ou un levier de vitesse. L'accès au bouton était problématique, compatible donc avec les normes d'hygiène dans le bloc opératoire. Il a fallu considérer aussi qu'on utilisait des gants pour le dispositif. Et puis on se retrouve aussi avec un faible niveau d'éclairage dans le bloc opératoire, ou en tout cas une lumière très focalisée qui pose des problèmes. Le dispositif a été pensé en noir. Bon, mauvaise idée, a priori. Et donc, en conclusion, alors peut-être on va voir ça à deux voix, Benoît. La proposition de valeur qui a été imaginée est validée, parce que les gens s'y projettent bien, parce qu'ils expriment de l'intérêt, mais avec de la nuance aussi. Ils expriment à certains moments des choses qui ne fonctionnent pas, des choses dans lesquelles ils ne se projettent pas. Et puis, finalement, comme nous l'a dit Benoît, il semble que ce qu'ils expriment en tout cas de manière générale, c'est un besoin de simplicité, alors que ce qui a été pensé, ce qui leur a été proposé, c'est quelque chose qui possède beaucoup de fonctions, beaucoup de fonctionnalités et qui est très complexe, enfin, qui est plutôt complexe. Bon. Du coup, l'action, ça a été de diminuer les moyens investis et puis la motorisation de la sonde a été abandonnée. L'ouverture à d'autres applications, comme je vous le disais, donc on part du genou, on est allé à l'épaule et même sur des applications au niveau du poumon en pédiatrie. Et puis là, ça ne nous concerne plus, nous, ICSIAD, mais on voit bien que le goût pour l'utilisateur a été de toute façon depuis le début bien relancé, donc avec un redesign général de la sonde. Et puis là, vous êtes en cours de test préclinique, si on a bien échangé. C'est ça, en fait, on avait fait quelque chose qui était beaucoup plus compliqué que nécessaire, parce que la vision des concepteurs initiaux était d'avoir un degré de précision qui était d'un ordre de grandeur supérieur à ce qui était pertinent. Donc on a resimplifié et on a pu se libérer en fait de beaucoup de contraintes qu'on s'était posées qui servaient à rien. Donc à faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc effectivement les designs qu'on a fait avec ICSIAD, on va pas exactement dire qu'on les a mis à la poubelle, mais on a refait parce qu'on avait enlevé plein de trucs qui avaient été des contraintes sur le design et qui nous ont permis après une plus grande liberté, par exemple sur tout ce qui est prise en main. Et sur le processus en fait de transfert du laboratoire vers l'activité économique, le point majeur pour nous, ça a quand même été de retourner voir l'utilisateur final, qui avait peut-être été un petit peu oublié pendant le projet ANR. Et du coup, aussi d'en faire une analyse rapport coût-bénéfice pour que ça soit favorable dans ce sens-là. On est passé aussi, nous, par ce qu'il y avait avant la SAT, qui s'appelait un incubateur, je ne sais plus si c'était Grain ou Gate1, bon, bref, l'ancêtre de Linxium, quoi. Qui a permis quand même aussi de faciliter cette transition et de recadrer les objectifs, parce que quand on sort du labo, l'objectif devient d'avoir quelque chose d'utile et d'économiquement viable. Ce qui est une différence, je pense, assez parfois très parlante avec ce qui peut être développé d'un point de vue technique pour justement voir ce qu'on peut faire d'un point de vue technique. On voit dans les réactions de projet ANR, par exemple, que souvent il y a un paragraphe valorisation où on va
jouer de la flûte pour faire passer le projet. Mais mine de rien, ça mérite quand même de s'y pencher en fait, sérieusement sur ces paragraphes-là pour savoir ce qu'on va en faire. Et voir si jamais, quelques années après, on veut essayer d'en tirer une valorisation. C'est bien de se reposer les questions initiales en fait, de pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, quoi.